avant que les ordinateurs ne puissent rendre des explosions ou que des cascadeurs meurent sur des bâtiments à pixels parfaits. Les cinéastes ont littéralement risqué des vies pour des prises qui faisaient croire au public ce qu'ils voyaient. Les scènes à venir n'ont pas été tournées avec des écrans verts, ni capture de mouvement, ni magie numérique. De vrais acteurs ont réalisé des cascades dangereuses pendant que les caméras tournaient, capturant des moments qui enverraient aujourd'hui les assureurs à l'arrêt cardiaque. Certains cascadeurs en sont sortis avec des os cassés, des commotions et de graves brûlures, comme des cicatrices de guerre. D'autres n'en sont pas sortis. À l'époque, les cinéastes privilégièrent le danger à la sécurité. L'authenticité signifiait un péril réel. One Police Story, descente d'un mât. En 1985, Jackie Chan dévale un mât géant couvert de milliers de lumières. Cela demeure choquant, même après des décennies. Ce que le public n'a pas réalisé en voyant la scène, c'est que les lumières transforment cette descente apparemment simple en un instrument de torture. Les ingénieurs ont installé ces lumières pour le spectacle visuel sans tenir compte de la chaleur qu'elles dégagent et qui se propage sans arrêt. Lorsque Shan commença sa descente, le poteau chauffé brûla ses mains et ses jambes, brûlant sa peau. Au fur et à mesure que le cascadeur glissait plus vite, cherchant du soulagement, de nombreuses lumières se brisèrent à l'impact, formant des arêtes qui mirent du sang. L'atterrissage déboîta son bassin. Un acteur ordinaire aurait appelé les secours. Jackie Chan a fini la scène. Son engagement pour l'authenticité signifiait accepter les blessures comme une exigence pro, et non comme une raison d'arrêter le tournage. La scène demanda plusieurs prises, et chaque prise aggravait les dégâts. Ce que vit le public était un engagement sans faille pour le cinéma, dépassant ce que les normes de sécurité modernes autoriseraient. La descente du poteau devint immortelle car la souffrance réelle fut filmée. La volonté de Shan d'endurer une douleur réelle a changé une simple cascade en quelque chose qui dépasse la chorégraphie. L'histoire policière a démontré qu'un engagement pratique produit une authenticité à l'écran que CGI ne pourrait jamais copier. Quoi qu'il en soit des progrès tech, ce moment reste puissant car voir quelqu'un souffrir en temps réel est terrifiant. Deux voitures de poursuite dans les rues, 1968. Le réalisateur Peter Yates a fermé 30 pâtés de maison à San Francisco pendant 3 semaines. Ainsi, Steve McQueen et des cascadeurs professionnels ont pu conduire de vraies des voitures à des rapides à plus de 100 miles par heure dans des rues publiques. McQueen ne s'intéressait pas à la projection arrière ni au plateau de tournage. Il exigea des prises absolument authentiques où le public verrait de vrais véhicules affronter des terrains réels. La Mustang et la Dodge Charger traversèrent les collines de San Francisco, s'envolant à plusieurs reprises, tout en atteignant des vitesses dangereuses. McQueen a surtout conduit lui-même, mais Bud Dickens et Carrie Lofton ont pris en charge les cascades les plus périlleuses. McQueen a franchi un virage au tournage, dérapant hors du contrôle et reprenant le contrôle. L'équipe a gardé les images. L'erreur paraissait choquante. Plus tard, une enquête dit que McQueen ne pouvait pas maîtriser la Charger. L'accélération força Ekins à prendre les zones risquées. L'épouse de McQueen, Neely Adams, aurait demandé au réalisateur Yates d'utiliser des doublures de cascade après une collision qui aurait failli tuer son mari. La poursuite nécessitait bien des suspensions renforcées et des inspections nocturnes, puisque des essieux cassés à grande vitesse seraient mortels. Un vrai support de caméra a filmé des images depuis l'intérieur de la Mustang, forçant les photographes à risquer leur vie pour filmer le chaos. The Chase a changé le cinéma d'action en prouvant que le public voulait un danger authentique capturé sur le terrain plutôt que des alternatives sûres. Techniquement, ce qui rend Bullet choquant, c'est comprendre que Steve McQueen s'est vraiment mis en danger pour divertir le public. 3. Porter le tuyau d'incendie du bal, scène 19-6, l'engagement de Sissy SpaceX envers le rôle d'une adolescente traumatisée. Carrie a dépassé ce qu'un coordinateur raisonnable accepterait. SpaceX dormait dans son costume ensanglanté entre les jours de tournage, s'isolant des membres du casting pour préserver l'authenticité émotionnelle. Plus surprenant encore, elle a insisté pour être enterrée vivante pendant le tournage afin de pouvoir pousser sa main à travers la terre qui sortait du sol. Ce qui a le plus choqué le public, c'était la catastrophe du bal final, où une lance à incendie visait la foule au milieu du chaos du gymnase en flammes. Les opérateurs de la lance à incendie avaient préalablement testé l'intensité du jet.
Déterminer une pression normale serait sans danger pour les cascadeurs. Quand le tournage a commencé, l'opérateur refusa d'activer toute pression, préoccupé par le risque de blessure. Un cascadeur remplaça l'opérateur prudent en activant le jet à fond, pensant que l'image serait impressionnante à l'écran. L'intensité inattendue a frappé directement l'actrice PJ Souls à l'oreille, avec une force dévastatrice. Son oreille a absorbé une pression considérable provoquant une blessure grave qui n'a pas été documentée. Officiellement, la scène s'est avérée si viscérale parce que la décharge d'eau était réellement incontrôlée et dangereusement puissante. Le réalisateur Brian De Palmer a conservé les images malgré le fait de comprendre que l'interprète avait subi un vrai préjudice. L'ambiguïté entre effets spéciaux, manipulation et traumatisme physique réel contribue de manière significative à la puissance durable de la scène. Le public ressent le vrai choc, car les acteurs vivent vraiment ce choc eux-mêmes. 4. Terminator 2, poursuite en hélico, 1991. Le réalisateur James Cameron a placé un opérateur de caméra juste sous un hélicoptère bas, à quelques pieds du sol. Pendant le tournage nocturne, le caméraman d'origine a refusé de participer, jugeant le risque. Absolument inacceptable. Cameron est intervenu personnellement en tant que directeur de la photographie, tenant l'équipement de caméra tout en s'accroupissant directement sous les pales du rotor. Le rotor tournant au-dessus, une seule erreur de calcul ou une défaillance mécanique aurait entraîné une mort instantanée. L'hélicoptère est descendu à seulement quelques pieds au-dessus du sol, passant directement sous des ponts autoroutiers tout en exécutant des manœuvres dangereuses. 10 000 de câbles électriques ont été posés le long de l'autoroute Terminal Island à Los Angeles pour éclairer la séquence. La cascade n'exigeait que 3 prises pour filmer les images. Chaque prise comportait un risque réel de collision entre l'hélicoptère et le viaduc. Les pilotes ont montré une compétence exceptionnelle restant à une altitude proche d'un impact mortel potentiel. Ce qui rend réellement la scène terrifiante, ce n'est pas la menace fictive affichée à l'écran, mais la compréhension que des vies humaines réelles étaient suspendues entre le succès et la mort instantanée. La volonté de Cameron de risquer lui-même sa vie plutôt que de déléguer le danger à son personnel subalterne établissait l'intensité du tournage. Chaque image ne saisit pas l'illusion hollywoodienne, mais un vrai danger mortel réel, documenté en temps réel. 5. Éboulement d'un ascenseur lors d'un tremblement de terre. En 1974, le spectacle catastrophe de Mark Robson nécessitait la construction d'un décor d'ascenseur élaboré, suspendu à plusieurs pieds au-dessus de la scène 4. 13 cascadeurs étaient positionnés à l'intérieur lorsque les systèmes mécaniques ont amorcé une descente contrôlée, simulant une défaillance catastrophique. La cage d'ascenseur a été conçue pour chuter brusquement, donnant une sensation de chute libre, tout en restant suspendue au-dessus du sol. Théoriquement, pendant le tournage, la séquence a été répétée plusieurs fois sur des jours distincts. Chaque tentative a causé des blessures aux cascadeurs. Les pompes entraînées par l'eau alimentèrent la descente, mais se détraquèrent périodiquement, provoquant des accélérations imprévisibles. Les cascadeurs furent pris d'une peur réelle lorsque le plateau tomba plus vite que prévu. Un cascadeur souffrit d'une commotion, d'autres furent blessés gravement par les chocs. Le système mécanique censé assurer une chute libre sûre s'avéra peu fiable. Après 3 essais infructueux impliquant des blessures, les producteurs ont abandonné toute tentative de capturer l'effet pratiquement. Un animateur ajouta du sang artificiel sur des images fixes du décor de l'ascenseur accidenté lors du tournage. Cette décision a changé l'apparence de la scène, transformant l'horreur viscérale en violence de dessin animé. Pourtant, le public reconnaissait encore des cascadeurs authentiques placés parmi les décombres. L'animation n'a pas effacé le chaos réel qui s'y voyait. Ce qui rend la scène dérangeante, c'est de voir de vraies personnes dans des infrastructures qui s'effondrent. Même si l'impact final était artificiellement poussé, les cascades restaient réelles, même si l'exécution technique était faible. Le bon, la brute et le truand, cascade du train, 1966. Eli Wallach fut suspendu sous un train en marche, tandis que Tuco tentait de s'évader à cette époque-là. Par une force physique, Sergio Leone insista pendant le tournage pour que Wallach fasse la cascade lui-même sans doublure. Le train accéléra à des vitesses dangereuses, Wallach restant accroché par une chaîne enroulée autour des rails dans des conditions extrêmes. Wallach s'éloigna autant que possible de la locomotive, comptant sur la physique et sur la chance.
Pour éviter une collision, l'équipe négligea les marches en métal dépassant les côtés du wagon. Quand le train tonne, Wallace manqua d'heurter les marchepieds métalliques à grande vitesse. Une panique réelle se lisait sur le visage de Wallace. Lorsqu'il réalisa que sa position face au métal saillant était plus précaire qu'attendu, la scène captura une terreur authentique. Car Wallace éproua vraiment de la terreur. Léon refusa d'arrêter l'action malgré le danger. La séquence se poursuivit, capturant la vraie horreur de Wallace alors qu'il frôlait une blessure grave. Plus tard, des entretiens révélèrent que Wallace était sous le choc. Il survécut indemne à la cascade. Léon, pour l'authenticité, acceptait le risque de blessure pris par l'interprète comme coup pour une documentation émotionnelle authentique. Le pouvoir de la scène vient de la panique authentique de Wallace et non d'une prestation d'acteur habile. Son corps risque réellement une collision. 7. En 1941, Steven Spielberg autorisa Harrison Ford à exécuter la célèbre séquence d'évasion sous le rocher roulant malgré le danger évident. Un rocher de décor pesant 300 livres, construit en fibre de verre et mousse, roula vers Ford tandis qu'il fuyait désespéré. La répartition du poids rendait le rocher de décor imprévisible pendant le roulement, créant une instabilité véritable. Ford gardait un contact visuel exact avec la caméra, comme il avait été instruit, refusant de détourner le regard du danger tandis qu'un rocher plus imposant dévalait et se rapprochait davantage que prévu lors d'une prise à quelques pas du corps de Ford. Si la synchronisation de précision échouait, Ford aurait subi de graves blessures. Le directeur d'impact, Spielberg, a exprimé son horreur en voyant à quel point le rocher s'approchait dangereusement de Ford. Pendant le tournage, Spielberg a fortement insisté pour recourir à des doublures cascades lors des rencontres suivantes avec le boulder. L'insistance de Ford à faire la scène lui-même a créé un risque inutile pour un gain artistique minime. Le métrage final a capturé l'effort authentique de Ford sprintant. Son visage témoignait de l'effort. Les prises suivantes ont utilisé des doublures précisément parce que la première prise mettait Ford en danger. Pourtant, le public voit la scène comme le triomphe de Ford sur des obstacles impossibles. La volonté de Ford de prendre des risques a directement donné à la scène son vraisemblance. Le tremblement du public dans l'exécution de Ford vient en partie d'une adrénaline réelle qui circule dans son corps alors qu'il affronte le danger. 8. Le design de la scène de douche dans Psycho 1960. La scène du meurtre sous la douche d'Hitchcock a choqué le public par la suggestion plutôt que par le gore explicite. Pourtant, la production comportait un danger réel pour l'actrice Janet Leigh. Hitchcock tourna la séquence avec des images réalistes, mêlant cela à une manipulation psychologique. Le couteau n'a jamais touché le corps de Leigh, et Hitchcock a exigé que la séquence paraisse vraiment violente. L'orchestration de coupes rapides, choix sonores et proximité physique créent un traumatisme psychique chez l'interprète. Lee a eu une peur en regardant Hitchcock manipuler la perception du public par la technique du cinéma. L'eau froide, qui éclaboussait sans cesse son corps, créait un stress physique réel pendant les séances de tournage marathon éprouvantes. Hitchcock exigeait des prises sans fin pour parfaire la manipulation psychologique, afin d'accroître l'inconfort du public. Le stress physique et psychologique cumulé a beaucoup affecté Lee. Elle a ressenti une anxiété durable durant le tournage. Des entretiens ultérieurs ont révélé que cette expérience avait traumatisé Lee en dépit de l'absence de violence physique réelle. Sa détresse authentique, visible à l'écran, a directement contribué à l'impact psychologique de la scène. Le public ressent une anxiété de performance authentique. Parce que Lee a réellement éprouvé de l'anxiété, Hitchcock a délibérément créé des conditions de tournage maximisant l'inconfort des interprètes, croyant que la souffrance authentique se traduirait cinématographiquement. La scène hante le public précisément parce que l'exécution de cette scène a hanté Lee 9, cascade à moto du film La Grande Évasion, 1963, Cascade. Bud Ekins accomplit un saut à moto franchissant une clôture barbelée symbole de la frontière suisse. Le saut exigeait d'effectuer bien un wheelie sur terrain inégal puis franchir un fossé de drainage. La physique de la moto signifiait que toute erreur ferait plonger le nez. Le nez plongeait vers le bas. Ekins accéléra la moto vers la rampe à une vitesse dangereuse qui s'engagea pleinement dans le saut. La moto prit son envol, franchissant la clôture avec succès. À l'atterrissage, la roue arrière toucha le terrain sous un mauvais angle et la moto chavira. Kins fut catapulté par-dessus le guidon, retomba durement sur le sol.
L'impact l'avait gravement blessé malgré ses efforts pour se protéger. Pendant la chute, des images montraient Ekins dévalant le terrain. Alors que la moto s'est écrasée non loin, le réalisateur John Sturges a conservé les images dans le montage final. Bien que l'on ait capturé une blessure authentique, le pouvoir de la scène réside dans son authenticité. Le public voyant une défaillance de moto et une blessure humaine perçue comme authentique. Ekins rampait vers la sortie, puis poursuivait la scène. Malgré la douleur, l'engagement à filmer des cascades réelles est plus important que la sécurité des cascadeurs. Les productions modernes n'auraient jamais autorisé le tournage après une blessure aussi évidente. Pourtant, la séquence est iconique car elle montre le danger réel et ses conséquences. 10 sauts de voiture fusée Hooper. En 1978, le cascadeur Buddy Joe Hooker a piloté un véhicule propulsé par fusée depuis une rampe de 325 pieds, établissant un record du monde pour les sauts propulsés par fusée. Le véhicule était conçu pour lancer skyward, maintenir brièvement son altitude, puis redescendre sur la rampe d'atterrissage. Une seule erreur de calcul sur le mélange de carburant ou la trajectoire pourrait provoquer un crash catastrophique. Hooker éprouva une peur authentique pendant le saut, faisant confiance à la physique et à l'ingénierie. Le véhicule décolla parfaitement, franchissant la distance donnée et atterrissant sans danger. Le succès démontra un engagement total envers l'exécution pratique des cascades. Hal Needham dirigea la séquence avec précision. Des mois de préparation furent nécessaires, le danger demeurait tout au long. Si le carburant était mal dosé, le véhicule grimperait trop haut, perdant son élan ou n'atteindrait pas une altitude suffisante. Hooker ne pouvait interrompre le saut en plein vol si les calculs s'avéraient défectueux. Il resta déterminé à achever le saut, malgré les conséquences. Cette séquence est le sommet des cascades des années 70. Cela a captivé l'imagination du public car le risque humain réel était évident. Aucun ordinateur ne pouvait simuler la terreur authentique de piloter un véhicule propulsé par fusée sur un terrain. 11 séquences, Lama 1969. Steve McQueen a insisté, les séquences de course automobile de son drame montrent en réalité des images de courses réelles capturées lors d'épreuves officielles. McQueen a conduit des voitures de course, participant à des courses réelles plutôt que de filmer des scènes fictives sur des circuits sécurisés. Le film montre des images réelles de course, où des pilotes roulaient à des vitesses de course. McQueen conduisait ses voitures à des vitesses risquées, produisant des images filmées d'une compétition réelle. Des pilotes de course professionnels ont remplacé McQueen lors des séquences dangereuses. Néanmoins, une part des images montre McQueen piloter véritablement des voitures de course à grande vitesse. Plusieurs concurrents se sont écrasés lors de séquences réelles capturées pour le film. Ces accidents n'étaient donc pas chorégraphiés, mais de véritables incidents de course survenus en compétition légitime. Le film a intégré ce danger authentique dans le récit. Le public a vécu des courses réelles, une compétition authentique et des crashs. Les courses montrées dans le film comportaient un danger réel pour chaque pilote. L'engagement de McQueen envers une cinématographie de course authentique signifiait accepter que les pilotes prennent des risques, des blessures graves, voire la mort, pour le divertissement. Des acteurs mènent des combats sur un terrain authentique, exposant des dangers réels. Des cascadeurs projetés sur de vrais décors de saloon, avec mobilier réel pouvant blesser en chute. Léona soutenait cela. Des lieux authentiques et cascades réelles donnent une cinématographie supérieure à celle des environnements contrôlés. Des séquences western obligent les cascadeurs à faire des chutes risquées sur terrain réel et obstacles. Les cascadeurs ont subi des blessures en chutant sur terrain authentique. Léon a conservé des images des blessures pour les intégrer aux scènes finales. Le paysage du western est devenu risqué car Léon a refusé de compromettre l'authenticité pour la sécurité des cascadeurs.
Des chevaux galopèrent sur un terrain réel où des trous cachés pourraient causer des chutes catastrophiques. Les cavaliers acceptèrent le risque. Pensant que l'authenticité de l'Ouest exigeait un danger réel, l'approche du Léon privilégiait des images frontalières authentiques plutôt que la protection des acteurs. Le film terminé a capturé le vrai danger de l'Ouest sans sanitisation hollywoodienne. Le public observait des images occidentales riches d'expériences, fondées sur un danger authentique. Chaque cascade, réalisée sur un terrain véritable, entraînait des conséquences imprévisibles pour les cascadeurs qui tombaient. 13e, effondrement d'un escalier lors d'un tremblement de terre. En 1974, les concepteurs de production ont construit des intérieurs de bâtiments à l'échelle réelle, entièrement effondrés, où les cascadeurs tombaient délibérément à travers des structures simulant les conséquences d'un séisme. Plusieurs cascadeurs se sont élancés vers le bas à travers des escaliers cassés conçus pour s'effondrer partiellement pendant le tournage. Des effets de feu et de fumée ont été ajoutés pour accroître le danger réel. Menacer les cascadeurs de brûlure, des cascadeurs sont tombés sur des débris authentiques contenant des arêtes saillantes. La séquence a montré plusieurs cascadeurs blessés tombant sur des débris authentiques. Un acteur a subi de graves lacérations, un autre a des côtes cassées. Le réalisateur Mark Robson fit tourner la caméra sans arrêt. Malgré les blessures visibles des acteurs après tournage, des effets spéciaux ont été utilisés. En mêlant des cascades réelles et des matte paintings, on renforce la destruction. La scène de l'escalier qui s'effondre demeure puissante car les cascadeurs tombent sur des débris dangereux. Plus tard, l'examen médical révéla des blessures documentées subies lors du tournage malgré les précautions. Les séquences d'effondrement pratiques se révélèrent intrinsèquement dangereuses. La séquence finale alterne des cascades authentiques avec des améliorations artistiques, créant des séquences d'effets pratiques hybrides. Ce qui rend finalement la scène authentique, c'est la performance humaine véritable au cœur d'une destruction conçue. Patrick a fait des poursuites à toute vitesse sur des terrains réels où trébucher signifiait une blessure. Les effets numériques furent ajoutés plus tard, créant l'illusion d'une transformation T1000. Pourtant, la cascade sous-jacente demandait un engagement athlétique réel et un risque physique. Patrick a maintenu une vitesse de sprint sur des lieux réels, comme requis pour la superposition numérique. Si Patrick trébuchait lors d'une course à grande vitesse, cela entraînerait une blessure. La technologie numérique ne pourrait pas le protéger de la chute. Le film présente bien une approche hybride. En mêlant cascades et effets numériques, le public pourrait croire que les séquences du TC1000 sont numériques. En réalité, la base est une performance physique réalisée par des cascadeurs, exécutant des séquences dangereuses. Cette technologie a renforcé l'intégration du travail pratique et du masque numérique, exposant le risque pour l'interprète réel. La scène réussit précisément car la base des cascades paraît authentique et l'est réellement, sans artifice. 15. Saut du bâtiment par Dave Robinson, cascadeur, en 1941. Dave Robinson a atteint le zénith des performances de cascade en sautant d'un immeuble de 16 étages sur un matelas de sécurité. Durant le tournage de La Machine de Sharkey, Robinson s'élança du bâtiment, n'emportant sur lui que des attaches de harnais minimales. Le tapis de sécurité situé en dessous représentait la seule protection entre Robinson et une blessure catastrophique. La survie de Robinson dépendait d'un atterrissage extrêmement précis. Le tapis gonflable était placé de façon optimale, mais toucher une couture erronée pourrait être fatal. La confiance de Robinson dans l'ingénierie précise et dans ses capacités athlétiques était absolue. Le saut eut lieu en une seule tentative, sans répétition. Robinson a exécuté le saut, franchissant le bâtiment et atterrissant sur le tapis. Son corps montra un contrôle physique et conserva une stabilité horizontale tout au long de la chute. La récupération après l'atterrissage nécessita entraînement et discipline. Robinson a effectué un saut de 16 étages sans blessure. Il est devenu le plus grand cascadeur de sa génération. Des cascadeurs ultérieurs tentèrent de battre les records de Robinson.
Le réalisateur Bear Reynolds et les producteurs ont confié à Robinson le contrôle total de la séquence, assurant une sécurité absolue. Les sauts de Robinson, 15 étages, sont devenus légendaires dans la communauté des cascadeurs. Son engagement envers une exécution de cascades à la fois sûre et dangereuse a établi des normes qui influencent les performances de cascades modernes. La scène démontre que le danger concret peut survenir même avec un risque de blessure minimisé, mais jamais éradiqué. La précision et la maîtrise athlétique de Robinson ont transformé ce qui était potentiellement fatal. Plongé dans un accomplissement cinématographique extraordinaire, les normes modernes de sécurité des cascades ont directement évolué des travaux pionniers de Dar Robinson et de ceux qui, comme lui, acceptèrent le danger pour l'authenticité du cinéma. Combien de ces scènes avez-vous réellement constaté avoir été tournées entièrement de façon pratique, sans aucune aide numérique? Lequel vous a le plus choqué? Découvrir le réel danger. Commentez ci-dessous et dites votre réponse. Dites-moi quelle cascade des années 60 ou 80 vous a réellement surpris. Mieux encore, répondez honnêtement. Le public moderne apprécierait-il autant les cascades pratiques que s'il comprenait le risque du cascadeur? Blessures réelles? Faites entendre. Franchement, la disparition des cascades pratiques prive le cinéma d'un bien précieux et accroît la sécurité technologique. Et quel est votre avis de bien sûr? Voulez-vous revoir des approches pratiques dès le départ, même avec un risque de blessure actuel?